Comment est-ce qu'on fait pour prendre le pouls économique de tout un pays? Eh bien, on n'utilise pas un stéthoscope, mais plutôt des outils très puissants qu'on appelle les agrégats. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de la comptabilité nationale pour décrypter la véritable santé financière de nos économies. Alors, la grande question, c'est comment on s'y prend pour faire ce fameux check-up économique? La réponse, elle se trouve dans ces fameux agrégats. Ce sont des indicateurs statistiques qui nous aident à mesurer et surtout à comprendre la dynamique économique d'un pays. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par définir nos outils. Ensuite, on va s'attaquer à la star des indicateurs, le PIB. On verrait comment la richesse créée devient du revenu et comment ce revenu est ensuite dépensé ou épargné. Et puis pour finir, on prendra un peu de hauteur pour regarder ce que ces chiffres ne nous disent pas. Allez, c'est parti. Première étape donc, posons les bases. Qu'est-ce que c'est au juste ces agrégats économiques? Pour faire simple, ce sont des indicateurs qui synthétisent toute l'activité économique d'un pays. Ils nous offrent une vue d'ensemble, une sorte de photographie macroéconomique. C'est grâce à eux qu'on peut répondre à des questions du genre: est-ce que le pays a créé plus de richesses cette année? Ou quel est le secteur qui porte la croissance? Bon, passons au plat de résistance, le produit intérieur brut, le fameux PIB. C'est de loin l'agrégat le plus connu et c'est donc notre point de départ logique. Le mot vraiment important ici, c'est résidente. Ça veut dire quoi? Qu'une voiture produite en France, même si c'est par une entreprise japonaise, elle compte dans le PIB français. Par contre, les profits d'une entreprise française qui a une usine en Allemagne, eux, ne seront pas comptés. On mesure bien la richesse qui est créée sur le territoire national pendant une période donnée, en général une année. Et ce qui est assez fascinant avec le PIB, c'est qu'on peut le calculer de 3 manières différentes. Imaginez qu'on regarde le même objet, mais sous 3 angles: ce qui est produit, ce qui est dépensé et les revenus qui sont générés. Logiquement, à la fin, on doit tomber sur le même résultat. La première méthode, c'est l'approche par la production. Ici, on additionne la valeur ajoutée par chaque entreprise. La valeur ajoutée, c'est la richesse qui est vraiment créée à chaque étape. On fait ça pour ne pas compter 2 fois la même chose. Par exemple, pour une baguette, on ne va pas compter le prix du blé, puis le prix de la farine, puis le prix de la baguette. On compte juste ce qui est ajouté à chaque fois. La deuxième approche, c'est de regarder qui achète tout ce qui a été produit. C'est l'approche par la demande. On additionne tout, les dépenses des ménages, ce que les entreprises investissent, ce que l'État achète, et bien sûr, on ajoute ce qu'on vend à l'étranger, nos exportations, et on retire ce qu'on achète à l'étranger, les importations. Et comme on le voit bien sur ce graphique, le principal moteur de l'économie, bien souvent, c'est nous, les consommateurs. La consommation des ménages représente généralement la plus grosse part du gâteau. C'est pour ça qu'on surveille de très près la confiance des consommateurs, c'est un excellent indicateur avancé. Et enfin, la troisième approche, c'est de suivre l'argent. On regarde tous les revenus qui ont été distribués grâce à la production. On additionne donc les salaires versés aux employés, les profits qui restent aux entreprises, ça c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, et puis les impôts qui reviennent à l'État. Attention, il y a une distinction super importante à faire. C'est celle entre le PIB nominal et le PIB réel. Le PIB nominal, il peut augmenter simplement parce que les prix ont augmenté. C'est l'inflation. Pour savoir si on a vraiment produit plus de choses, on doit utiliser le PIB réel. Lui, il efface l'effet de l'inflation. C'est le seul qui mesure la vraie croissance économique. Ok, on a mesuré tout ce qui est produit dans le pays. Maintenant, allons voir ce que le pays et ses habitants gagnent vraiment. Pour ça, on passe du PIB au revenu national brut, le RNB. Le RNB, en fait, il corrige le PIB. Il prend en compte les flux de revenus avec l'étranger. Par exemple, les profits qu'une entreprise française fait à l'étranger et rapatrie en France sont ajoutés. Et à l'inverse, les profits d'une entreprise étrangère en France qui sont renvoyés dans son pays d'origine sont soustraits. Une fois que ce revenu national est calculé, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il y a 2 possibilités. Soit il est dépensé tout de suite pour une satisfaction immédiate, soit il est investi pour préparer le futur. On fait donc une grande distinction entre la consommation finale, par exemple faire ses courses alimentaires, et ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, qui correspond à l'investissement. Acheter une nouvelle machine pour une usine, ce n'est pas de la consommation, c'est un investissement qui va permettre de produire plus et mieux demain. Et ça nous amène au taux d'investissement, qui est un indicateur vraiment clé. Il nous montre quelle part de la richesse du pays est réinvestie pour l'avenir. Un taux d'investissement élevé, c'est souvent le signe d'une économie dynamique, qui se modernise et qui parie sur sa croissance future. La boucle continue. Forcément, ce qui n'est pas dépensé, c'est de l'épargne. Et cette épargne, elle est absolument cruciale parce que c'est elle qui va permettre de financer tous ces investissements.
L'épargne nationale brute, c'est donc tout simplement la part du revenu qui n'est pas consommée. C'est la ressource principale qui va financer les projets d'investissement, que ce soit la construction d'une nouvelle usine, d'un hôpital ou d'une ligne de train à grande vitesse. Et on arrive à un concept final très important. Si l'épargne d'un pays est plus grande que ses investissements, on dit qu'il a une capacité de financement. En gros, il prête de l'argent au reste du monde. Par contre, si ses investissements sont supérieurs à son épargne, il a un besoin de financement. Il doit alors emprunter à l'étranger pour financer ses projets. Mais attention, il faut être prudent. Ces chiffres, aussi puissants et utiles soient-ils, ne nous racontent pas toute l'histoire. Ils ont de vrais angles morts. Comme le souligne très bien Dave Martina, le bien-être, ça ne se résume pas à la production. Travailler toujours plus pour produire plus, ça peut faire monter le PIB, c'est vrai, mais si c'est au détriment de notre temps libre, de notre santé, est-ce que le bien-être général a vraiment augmenté? Edith Archambault met le doigt sur un autre gros problème, l'économie souterraine ou informelle. Pensez au babysitting non déclaré, aux petits travaux de bricolage payés de la main à la main. Toute cette activité, elle existe, elle crée de la valeur, mais par définition, elle est complètement invisible pour les statistiques officielles. Pour résumer, les limites sont de deux types. D'abord, il y a des imprécisions dans le calcul. On oublie tout le travail domestique qui n'est pas payé, on ne voit pas l'économie informelle, mais plus grave encore, le PIB est un très mauvais thermomètre du bien-être. Il ne dit rien des inégalités, il ignore la pollution, et il y a même ce paradoxe incroyable, un accident de voiture ou une catastrophe naturelle peuvent faire augmenter le PIB, simplement parce qu'il faut reconstruire. Tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Si le PIB nous donne une carte limitée, et même parfois trompeuse de la prospérité d'une nation, quels indicateurs pourrait-on imaginer pour mieux refléter le bien-être collectif? C'est un vrai défi pour les économistes d'aujourd'hui, et la discussion est loin d'être terminée. Merci de nous avoir suivis.